Hein. Ok, donc ben, merci en tout cas d'être là ce soir. On s'en souviendra. Et, et donc, ben, j'ai eu envie effectivement de diffuser en live cette micro-conférence parce que voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce que tu avais à nous partager sur la fameuse méthode des trois pouvoirs. Mhm. Et puis aussi, voilà, que par rapport à ton projet de permaculture en Afrique, que je trouve, voilà, super projet. Comme tu le dis, c'est une mission impossible que tu as réussi à mettre en place. Donc voilà, on est tous impatients de connaître en fait cette super méthode des trois pouvoirs. Mhm. Et comme tu le dis, d'ailleurs, ça peut s'appliquer dans tous les domaines de vie. Mhm. Euh, Ça vaut le coup que tu nous enseignes un petit peu tout ça ce soir. Voilà, merci, je te laisse la parole. D'accord. Ben, merci à toi, Nathalie, de me donner l'occasion de présenter cette méthode qui, en fait, donc, je connais depuis récemment, c'est-à-dire que je l'ai formalisée depuis récemment parce que j'ai rencontré certaines personnes qui sont en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, et qui parlent en permanence de ces trois pouvoirs, donc de la doctrine Congo, donc le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir social. Et c'est en réfléchissant sur ces concepts que je me suis rendu compte que, comme moi je suis ingénieur de profession, qu'en fait on utilise naturellement cette méthode, mais qu'en mettant des mots dessus, ben, ça nous permet d'être plus efficace et de bien séparer les temps pour pouvoir réussir ce qu'on a à entreprendre. Et donc, je veux la présenter telle que je la comprends. Et donc, surtout avec le fait de se réapproprier des mots qu'on utilise aujourd'hui d'une certaine façon, alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus simples, notamment le mot pouvoir, il est un peu chargé aujourd'hui, parce quand on parle d'un homme ou d'une femme de pouvoir, il y a cette notion de pouvoir sur les autres, de force et autres, alors que le pouvoir, en réalité, c'est le mot pouvoir, je peux le faire ou je peux pas le faire. Donc, quelqu'un qui a un pouvoir, c'est juste qu'il a la capacité de faire quelque chose. Mais ça peut être, je peux faire une recette de cuisine, comme je peux jouer au tennis ou je peux développer une multinationale. C'est le même fondement de mon pouvoir, ma capacité à réaliser ce que je souhaite faire. Et donc, l'idée de cette méthode, c'est de se réapproprier le maximum de pouvoir et notamment le premier pouvoir qu'on appelle le pouvoir spirituel. Encore une fois, le mot spirituel aujourd'hui, il a une connotation un peu des fois ésotérique, religieuse, alors qu'à la base, spirituel, ça veut dire de l'ordre de l'esprit. Et l'esprit, c'est l'ensemble de nos pensées. Donc, encore une fois, de façon plus simple, quand je fais quelque chose de spirituel, ça veut dire que je pense. Et quand je suis dans une démarche spirituelle, ça veut dire que je fais attention à ce que je pense, je mets de l'ordre dans mes pensées et je fais en sorte que déjà au niveau de mes propres pensées, ben, ça me serve. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses toutes simples comme les pensées inconscientes. Si on dit je veux quelque chose consciemment et qu'inconsciemment on se dit oh oui mais je le mérite pas ou oh ça marche jamais ou ce genre de petites phrases assassines qu'on porte dans notre inconscient, et bien voilà déjà en ramenant ça à notre conscience, on augmente notre pouvoir spirituel parce que quand on dit quelque chose, quand on le pense, c'est exactement ce qu'on est et ce qu'on porte. Hein, donc, c'est Fait. cette première démarche-là qui est le pouvoir spirituel et c'est, entre guillemets, tout simple, basique. Il faut être conscient, en fait, du fait. Finalement, c'est un peu se dire les bonnes phrases dans sa tête, quoi. Oui. Et des phrases qui soient justes par rapport à ce que l'on pense, par rapport à nous. Et effectivement, des fois, quand on dit une bonne phrase, on dit je suis capable de beaucoup de choses, par exemple. Ben, on va attendre un petit peu pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres petites pensées, d'arrière-pensées qui viennent saboter cette première pensée qui est notre vérité, mais elle doit être en accord avec tout le reste de notre corps, de notre vécu, de nos aspirations, de notre contexte. Et ce qui est intéressant avec cette prise de conscience, c'est qu'on se place juste dans notre pensée. On peut être tout seul, on n'a pas d'interaction à avoir avec les autres,
déjà, cette mise au clair avec soi-même, elle est la base de tout le reste. Et je prends souvent l'exemple d'un voyage. Si on ne sait pas trop où on va aller, c'est-à-dire que si déjà dans notre pensée, on n'a pas un imaginaire qui nous permet de dire je veux aller là, mais, et on voit bien que les choses vont se mettre en place beaucoup plus difficilement que si on est clairement dans sa tête là où on veut aller, comment et tout ça. Donc, et si on n'a pas clairement, ben, on peut mettre en place des choses et en route des choses. Il y a des gens qui, comme on dit, il ne sait pas ce qu'il veut. Ben, quand on ne sait pas ce qu'on veut, ben voilà, On va nulle part. Voilà, on va nulle part, on est à la merci de ce que pensent les autres, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Et donc déjà dans la pensée Congo, la pensée des anciens, c'est sois clair avec toi-même, déjà avec tes pensées, et ça se décline dans beaucoup de démarches que l'on fait. Donc il y a la démarche juste de réfléchir, donc de déjà faire attention à ce qu'on pense, mais il y a des démarches qui vont être plus de l'ordre de la thérapie. Parfois, on a des blessures, des réflexes qui génèrent des pensées comme ça de peur ou autre. Et il faut travailler dessus pour se rééduquer, se reprogrammer, avoir des pensées plus positives, plus justes. Exactement. Je me rappelle ce que tu avais fait dans ton intervention en disant « je peux être ma copine », être sa propre copine. Ben, c'est une pensée toute bête, mais qui fait que tout d'un coup, on se retrouve avec quelqu'un d'autre à côté de nous et nous-mêmes, mais on a une position différente, une pensée différente vis-à-vis de nous-mêmes. Et voilà le genre de travail qui aide à faire le ménage et à avoir quelque chose de... Je pense que c'est souvent plus juste. Hein. On a quand même souvent une grosse valise avec notre éducation, notre vécu, de trucs qu'on se tape sur la tête, on dit des choses négatives sur soi, sur les autres. Donc déjà, ce nettoyage-là, et je pense que la thérapie, c'est un moyen. Après, il y a la méditation, c'est aussi un outil pour travailler sur son pouvoir spirituel, parce que souvent, ça aide à ne pas gérer beaucoup de pensées, ne pas être avec 10 000 pensées surtout, mais pouvoir dire, bon, j'en baisse la moitié, puis je prends celles qui sont essentielles. Donc, de s'apaiser, de aussi permettre à d'autres pensées d'émerger. Parce que quand on a des pensées de je dois faire les cours, je dois faire ceci, je dois faire cela, on n'a pas des pensées de oh, ce serait bien que je respire un petit peu, ou ça serait bien que j'aille voir ailleurs, ou des fois dans l'intuition, il y a aussi le fait que si on est tranquille, on peut avoir des bonnes idées, des choses qui surgissent, qui ne surgisseraient pas si on a trop de pensées. Et puis après, il y a effectivement le côté sacré des choses, des prières. Quand on prie, en général, on se met dans une pensée en disant s'il vous plaît, Dieu, qu'importe comment on l'appelle, écoutez-moi, faites ça pour moi. Donc on est vraiment dans une pensée de bienveillance par rapport à soi-même. Et donc on perd aussi un pouvoir parce qu'on se dit je me sens portée par autre chose de plus grand que moi. Et donc ma petite pensée à moi, elle prend une autre dimension. Et donc, voilà, et puis après, il y a le travail de tous les jours de bien faire attention à ce qu'on a dans sa tête, parce que ne serait-ce que... De ne pas laisser n'importe quoi entrer dans sa tête et en perdre la maîtrise, en fait. Voilà, exactement. Et ça peut être notre entourage, ça peut être les médias, ça peut être... voilà, tout ça, c'est ma tête, elle m'appartient et je fais déjà avec ma tête 80% de mes actions. Donc, ça doit être clair et c'est presque une sorte de gymnastique quotidienne de se dire, oh là là, tu es sûr que tu penses ça, franchement, ou une forme d'honnêteté, de sincérité qui doit s'installer au fur et à mesure pour être plus percutant dans tout ce qu'on fait, puisque tout va aller derrière. Et après aussi, ben, ça reprend un peu ce que tu disais sur la copine, c'est-à-dire avoir aussi des pensées bienveillantes, c'est-à-dire dire qu'on a le droit de ne pas être parfait et justement dans nos sphères où on n'est pas parfait, d'avoir une pensée en disant, bon, là, je me sens incapable de faire ça, j'ai besoin d'aide et ce genre de choses. Ça peut aussi faire qu'on puisse se dire, ma pensée de faiblesse, je vais la renforcer par une pensée d'aide, de soutien. Et donc, par une sorte de construction, presque comme avec un mécano, on reconstruit une pensée qui tient la route parce qu'on a le droit aussi de... par exemple, si on dit je dois aller voir mon patron pour demander une augmentation et que c'est une pensée qui, rien que d'ailleurs, quand y penser, on est déjà mal, on va se dire, bon, ben, je suis mal, j'admets que je suis mal, c'est quelque chose qui ne va pas. Et après, on peut
dire, bon, ben, je vais peut-être demander à quelqu'un d'autre ou trouver un autre moyen. Ça, on rentre dans le deuxième pouvoir, qui est le pouvoir scientifique. Mais déjà, sur ce premier-là, il y a énormément de travail à faire. Tout à fait. C'est le premier pilier de la construction de toutes les choses qu'on peut faire et entreprendre dans sa vie. Et sache, donc, on est, disons, moi, ce que j'aime bien dire, c'est on ne réussit pas forcément, mais on progresse. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain que tout change, mais tous les jours, on progresse et tous les jours, avec une pensée qui est plus claire, qui est plus saine, ben, on va débusquer les endroits où on se cache, où on se ment à soi-même, tout ça, et où on perd son pouvoir. Son premier pouvoir de capacité de faire, d'action. Oui. C'est vrai qu'en Afrique, on cultive quand même pas mal la pensée positive, quoi. En fait, c'est un peu aussi... Oui, c'est oui, je aussi pense un que peu c'est ça. un héritage de ces pensées-là. Oui, Vraiment, donc la pensée positive, le fait d'être dans la joie, dans des pensées de joie, d'amour, de partage, oui. Des quand émotions positives, en fait. oui, Oui, exactement. Et quand il y a quelque chose de négatif, d'aller le chercher tout de suite pour aller dire d'où ça vient et pourquoi et tout ça, pour comment dire, bah, faire un travail thérapeutique. Et c'est vrai que si on le fait depuis qu'on est petit et qu'on baigne dans des personnes qui font justement attention d'être bien en disant, même on le voit dans les deuils qui sont vraiment des moments où les gens sont tous ensemble, c'est important d'être tous ensemble, de bien pleurer, de vivre à fond les émotions pour après repartir positivement, justement. oui, Parce qu'on ne se cachera pas en disant, si pour un deuil, on dit, oh, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Ben là, on peut se créer, disons, des grandes catastrophes parce qu'on a négligé une partie de notre pensée, de nos émotions, de notre tristesse. Donc, ça fait oui. partie des... L'idée, c'est pas de refouler, en fait, des Oui, émotions difficiles ou des choses, mais plutôt de les accueillir et, comme tu dis, de quelque part les laisser sortir aussi. oui, oui, de pouvoir. Et Pour justement, pouvoir- dans les deuils, on se laisse vraiment aller. Tout le monde peut pleurer autant Oui, de temps qu'il faut. C'est des moments où justement on prend en compte ce qu'on a à l'intérieur. Et effectivement, c'est un héritage culturel fort qui aide énormément les Africains parce que même quand ils sont en Europe, en général, ils sont plus mentalement plus forts parce que ils arrivent à passer outre certaines choses en disant bon, mais la vie continue, donc j'ai à faire la fête. Et ils éduquent on nous éduque aussi comme ça en disant il y a des temps où on fait la fête, où on s'amuse et on se fait du bien et notre joie est importante. oui, oui. Donc c'est un carburant. Absolument. Oui, Donc, je crois effectivement un héritage de ça. Son pouvoir spirituel, il passe. Surtout que la spiritualité africaine, elle n'est pas comme la spiritualité bouddhiste, où disons, il y a hein, des états de méditation ou autre, mais c'est aussi une spiritualité qui passe par le corps, qui passe par le fait qu'on danse, qu'on rentre en transe. C'est quelque chose qui se vit aussi très fortement. Donc, être spirituel, c'est tout le temps que c'est juste être en vie et être conscient qu'on est en vie en permanence. Et oui, donc, la vie est un acte spirituel et donc c'est pas remisé de côté, ça se vit tous les jours. Et donc avec passion, quand on voit un culte en Afrique, c'est des chants, ça vivre, c'est la vie, voilà, c'est une célébration de la vie. Et ça joue sur la joie et donc sur tout le reste. Et donc là, maintenant, je peux passer au pouvoir scientifique, qui a l'air aussi très rigoureux, mais en fait, parce que la science est, on va dire, mise sur un piédestal, hein, plus que le spirituel dans nos mondes modernes. Mais en fait, la science, c'est juste l'observation de comment la vie se passe autour de nous. Et ce qui est important dans cette idée de pouvoir, c'est de dire que tout ce que je sais, c'est un pouvoir. Par contre, tout ce que je crois, c'est quelque chose que justement, ça rend les pensées flottantes. Donc, si je crois quelque chose parce qu'on me l'a dit, je répète et tout ça, je perds de mon pouvoir scientifique parce que je ne le sais pas. Par exemple, le soleil il se lève tous les matins et il se couche tous les soirs, ça je le sais. Donc, je peux m'appuyer dessus. Mais il y a d'autres informations où on m'a dit, où je crois, où je n'ai pas vérifié, où je n'ai même pas fait attention. Et là, ce sont des zones où on perd beaucoup de pouvoir parce qu'on va faire des choses qui
comment dire, sont pas forcément conformes avec la façon dont on va dire, dans l'ordre des choses. Mm. On va... C'est une forme d'interprétation. En fait, on interprète des faits, des choses. Effectivement, c'est pas spécialement Ouais. validé, quoi. Et dans le cadre de l'entreprise, on le fait assez spontanément de faire cette recherche en disant, quoi que l'on fasse, on va faire la recherche. Par exemple, si on veut conquérir un nouveau marché, on va faire une étude de marché, on va s'assurer qu'on a des bons chiffres, qu'ils sont actuels, on va travailler sur des choses sur lesquelles on peut s'appuyer parce que ça peut être fatal de se dire on va par là alors qu'il faut juste aller un peu à droite. Donc, on a cette démarche-là dans le cadre professionnel, même des fois très très poussé, mais on l'a pas forcément dans le cadre personnel, alors qu'en fait, c'est la même démarche. Si je veux, par exemple, acheter un meuble, je me renseigne sur quels sont les vendeurs de meubles, quels sont les prix, qu'est-ce que je peux m'y acheter. Je fais des études. Donc, c'est une démarche scientifique, même si on ne met pas le mot dessus, mais c'est ça, c'est la démarche d'observation, d'interrogation, de comparaison, d'analyse, qui va aboutir à une conclusion et quelque chose où je vais me dire, bon, ça c'est valide, je peux me lancer et je suis sûre. Et ce pouvoir scientifique-là, il vient alimenter le pouvoir spirituel parce que si j'ai des bonnes pensées sur de la mauvaise matière, ben là, je peux me tromper. Oui. Alors je dis, oh, je suis avec je suis en train de faire quelque chose, c'est magnifique, ça va marcher. Alors qu'en fait, oui, ça va marcher, sauf que ce que je veux faire, ça ne marche pas. Donc, quelles que soient mes pensées, si c'est pas en accord avec, je dirais, si c'est pas en accord avec ce que l'univers peut permettre, hein, si c'est pas scientifiquement valide, ben, ça marchera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de notre pouvoir parce que, comme on fait beaucoup de choses, on laisse une bonne partie de ce qu'on fait au quotidien à d'autres sans vérifier, sans prendre la peine de vérifier. Et alors, c'est vrai qu'on ne pourrait pas tout vérifier, mais je pense que en une vie, ça vaut la peine de prendre tous les pans de sa vie et de revérifier des choses toutes bêtes comme en matière d'éducation des enfants, des choses en matière de nourriture, d'alimentation, de tout ça. Et je crois qu'on le fait parce que quand on regarde sur YouTube, toute l'offre qui est proposée, c'est un peu, on va dire, les offres de do it yourself, ça veut dire on va faire par soi-même. Et je crois que quand on commence à dire je pourrais faire par moi-même, on est dans une démarche scientifique où on se repose la question et on n'est plus consommateur. On expérimente. Oui, oui. Et on peut être consommateur au final par choix, mais en connaissance de cause. Et je crois que notre société a collectivement perdu beaucoup de pouvoir scientifique. C'est assez paradoxal, hein, parce qu'on se dit qu'on est à un niveau scientifique assez élevé, on fait des choses au niveau technologique formidable, mais quand on regarde à titre individuel, la curiosité, même au niveau de l'éveil des enfants, ils sont beaucoup moins éveillés de ce qui se passait dans la nature, dans le jardin, jouer avec des grenouilles, des fourmis, regarder le monde tel qu'il est, courir, tout ça. On perd des connaissances scientifiques et donc on est beaucoup plus consommateur, ne serait-ce qu'en s'asseyant, en regardant la télé, en regardant un film ou ce genre de choses. Oui. Voilà, on perd et je pense que à terme, ça peut réveiller, je crois, des angoisses profondes de non-maîtrise de mon environnement qui peuvent après se répercuter sur notre santé, sur toute notre énergie. Oui, tout à fait. On marche sur des choses où on dit, je sais pas trop, je ferme les œillères et voilà, j'y vais. Je mets dans mon micro-ondes une nourriture que je sais pas d'où ça vient et mon micro-ondes peut-être qui va influencer négativement. Donc on peut avoir comme ça des angoisses qui s'installent parce qu'on n'est pas dans un univers que l'on maîtrise et donc on peut avoir un sentiment d'insécurité qui s'installe et je crois que ça joue beaucoup sur notre morale, quoi. Oui. Je pense qu'effectivement, les anciens, ils restreignaient le nombre de leurs activités, les choses qu'ils faisaient pour être plus dans la maîtrise et une maîtrise comme, on va dire, un artisan. Par exemple, je pense à l'exemple d'un cordonnier par le passé, il faisait des superbes chaussures tous les jours, il maîtrisait toute sa filière du cuir et autres, et avec ses clients, sa clientèle qu'il connaissait. Donc, c'est un rythme rassurant qui fait que ben, on se sent en pouvoir. Alors qu'aujourd'hui,
130 km sur l'autoroute, on va d'un endroit à un autre, Oui. on fera demain. Et ce sont des sources de stress qui, à un moment ou à un autre, peuvent vraiment nous faire chuter. Et oui. quand on chute, c'est le moment de s'interroger en disant est-ce qu'il n'y a pas des pans de ce que je fais que je pourrais éliminer parce que je ne les maîtrise pas et qui me bouffent mon énergie et ne m'apportent pas tant que ça, pour se recentrer sur moins de choses qu'on maîtrise, comme quand on fait. Moi, j'incite à faire de la permaculture donc en Afrique et je pense que dans partout le monde, par exemple, son potager, remaîtriser dans son jardin, mettre les mains dans la terre, faire des choses qu'on voit pousser, tout ça, c'est des choses. Ça nous reconnecte en fait finalement à l'essentiel. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est un pouvoir qu'on perd globalement, je pense, dans notre société moderne et qui est important de prendre conscience. Et heureusement, on a Internet et les réseaux sociaux qui nous permettent d'aller rechercher d'informations par nous-mêmes, de recontrôler certaines choses et donc de globalement nous rassurer à partir du moment où on est dans une pensée positive. Parce que Internet, ça fait peur dès qu'on n'est pas dans une pensée positive parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça pourrait faire? Mais si on dit, c'est mon instrument pour récupérer mon pouvoir scientifique, je crois que, c'est pas je crois, c'est je sais, dans l'humanité, on n'a jamais eu un tel outil à notre disposition. Jamais, jamais. La foison d'informations dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui était réputée une des plus grandes du monde, c'est 3 fois rien par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui. Et tout ce qu'on peut explorer et qu'on n'explore pas parce qu'on se dit, c'est pas mon problème, je m'en occupe pas, alors que tout ce qui rentre dans notre sphère, on doit y faire attention et se sentir bien dedans. Et aussi, je pense que c'est important parce que dans les anciens, ils disaient souvent s'aligner avec l'univers, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes, les rythmes de la lune, du soleil, des astres, des choses comme ça, on ne fait plus du tout attention, alors qu'ils sont là, ils influent sur nous et on peut être contre-productif parce que c'est comme ça ne nous viendrait jamais à l'idée de dire que je vais aller plus vite quand je vais remonter la rivière. On sait qu'on ira plus vite dans l'autre sens. C'est des choses qui vont dans l'ordre des choses de l'univers. Sinon, on va à contre-courant des principes de base. Si on se rend malade, par exemple, avec son alimentation, et après on se dit, oh, c'est bizarre, je suis malade, on n'est pas logique. Si on a une alimentation saine et qu'on est malade après, c'est un lien logique. Si on veut être en bonne santé, la première chose, c'est de revoir son alimentation. Voilà, c'est l'ordre des choses et ça fait partie des pouvoirs scientifiques qui font qu'on peut récupérer de son pouvoir, de sa capacité de le faire. Parce que si on n'est pas en bonne santé, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière? Bien sûr. Toutes des choses finalement qui sont pleines de bon sens, qui paraissent logiques et qui ne sont pas du tout appliquées en fait. Même si on sait qu'on devrait faire comme ça, on n'applique pas quoi. C'est la course, je crois, et je pense que la clé, c'est de se donner des temps, hein, de planifier. Là encore, on le fait en entreprise. On dit cette année, on fera ça, l'année suivante, on fera ça. Et je pense qu'à titre personnel, on peut aussi dire, bon, cette année, je revisite mon alimentation. L'année prochaine, je fais mon zéro déchet. L'année suivante, je fais ça. Voilà, pour se dire que sur 10 ans, dans 10 ans, ben, j'aurai acquis un pouvoir scientifique sur les choses qui me concernent. Et d'ailleurs, je le vois sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de groupes, de communautés qui se mettent ensemble sur des thématiques. Oui, et on voit comment elles sont, comment ça leur donne énormément d'énergie. Parce que des gens qui sortent dans leur potager qui disent waouh, ça pousse, ou j'ai des hérissons, ou j'ai des. C'est comme des petits enfants qui sont là à s'émerveiller de la vie. Et c'est des choses qui. Si on consacre peut-être quelques heures par semaine, c'est suffisant pour se dire que dans 10 ans, on aura une vie totalement différente plutôt que de prendre le risque d'avoir un gros clash un jour où on remet tout en question du jour au lendemain. Je pense que ça vaut la peine de le faire un petit peu tous les jours pour se réaligner à nous, en fait. Hein, c'est ça. Notre biologie, à ce qu'on aspire, parce qu'on n'est pas des robots, même notre physiologie n'est pas faite pour travailler ne serait-ce que 8 heures par jour. Hein. Il n'y a aucun animal, aucune espèce sur la Terre qui fait ça. Donc, il y a des choses où on peut prendre le temps de se réaligner pour soi et de réaligner sa vie en fonction de soi
en prenant le temps, parce que ça ne peut pas se faire. La science, c'est long, hein, c'est de l'observation, et, et on a les outils plus. Voilà. Et donc là, on arrive au dernier pouvoir social qui est encore plus difficile, mais qui est encore plus puissant. Donc on appelle aussi le pouvoir politique. Là encore, le mot politique, c'est des connotations de pouvoir, de lutte de pouvoir, alors qu'en fait, à la base, c'est la gestion et l'organisation de la cité. Ça veut dire comment je m'organise avec les autres humains dans mon environnement. Et c'est quelque chose qui est, je pense, très oublié dans les sociétés modernes parce qu'on se retrouve un peu tout seul. Quand on regarde un immeuble, on voit que ce sont des appartements, dedans il y a des gens qui en général, disons, qui peuvent ne pas connaître du tout leurs voisins, qui vivent leur vie dans une case, qui font peut-être la même chose que les voisins ou totalement différents. Ça n'a aucune importance, les gens qui sont autour de soi. Et on peut arriver dans faire ses courses, on voit des gens qu'on ne connaît pas. Donc, la vie moderne dans les villes nous oblige à être avec plein de personnes avec lesquelles on est en lien parce qu'on respire le même air. Je pense que le Covid nous le rappelle, mais ça ne nous dit rien qui ils sont, qu'est-ce qu'on a à faire. Alors qu'en réalité, si on reprend notre pouvoir social, on doit être conscient que toutes les personnes à côté desquelles on vit font partie de notre vie. Oui. Et ils peuvent être même absents. C'est-à-dire qu'un voisin avec lequel on n'a pas de connexion particulière, ça fait un vide. C'est-à-dire que notre pensée, c'est qu'il y a des humains qui sont à côté de nous, qui vivent, qui font ça, mais ça ne rentre pas dans notre conscience. Et donc, ça travaille en inconscient de dire, bah, j'ai des gens, des fantômes qui sont autour de moi. Est-ce qu'ils sont bienveillants vis-à-vis de moi? Est-ce qu'ils me pèsent au niveau, est-ce que je culpabilise? Est-ce que, voilà, toutes ces pensées par rapport aux autres qu'on ne traite pas, elles influent forcément en nous. Et la vision qu'on a des autres, par exemple, on cultive beaucoup de visions de guerre à l'autre bout du monde, en disant bah, le bout du monde, c'est de l'insécurité. Donc, dans notre inconscient collectif, on véhicule des idées de ce qui, à l'extérieur, est dangereux. Là encore, oui. scientifique, on doit vraiment aller valider si à l'extérieur, c'est si dangereux que ça, parce que on ne peut pas vivre de façon sereine si on croit qu'il y a des dangers à l'extérieur. C'est impossible. Donc, ça vaut la peine d'aller vérifier qu'il y a du danger ou pas. Et s'il y a du danger, de le traiter, effectivement, parce que vivre 10 ans ou plusieurs générations avec l'idée qu'il y a un danger qui arrive de l'extérieur, ça pompe tout. On ne peut pas dire qu'on va vivre en plein bonheur si on a l'impression qu'il y a de l'insécurité, même à distance. Et donc, je crois que le pouvoir social, c'est vraiment de récupérer ces bouts de conscience des autres qu'on ne gère pas et qu'on gère presque, je pense que pratiquement plus du tout dans nos sociétés modernes, excepté à l'école, au travail et dans le milieu de la famille fermée, quelques clubs, ce genre de choses. La conscience collective, elle est, on mandate quelqu'un, on l'a externalisé, on dit c'est les pouvoirs publics qui s'en occupent, donc c'est des nébuleuses étatiques qui s'en occupent, des associations, mais nous, on s'en occupe grosso modo pas, excepté quand on va déposer notre enveloppe pour les élections. Alors qu'en réalité, ça influe sur nous au quotidien. S'il y a des lois qui un jour nous gênent ou nous gênent pas, ou nous aident, c'est bien parce que c'est la société et les gens qui sont autour de nous, c'est nos voisins, les gens de la rue, les gens à qui nous ne parle pas, qui font. Et donc, là, c'est vraiment de façon globale. Et après, ça joue au niveau de notre famille. Si on ne gère pas les différentes personnes qui sont autour de nous, à prendre en compte leur intérêt, à voir comment on peut rentrer en conflit de façon très naturelle. Hein. Quelqu'un veut aller à droite, quelqu'un d'autre veut aller à gauche. Ça crée un conflit et il doit être traité. Et donc, on doit prendre l'habitude de traiter toutes les divergences d'opinion, d'intérêt pour trouver des méthodes qui permettent de dire bah, un jour c'est toi qui fais, l'autre jour c'est moi, on se partage, on trouve d'autres choses. Parce que si on ne le fait pas, bah, ce qui arrive, c'est qu'on a un système de domination qui se met en place et donc on fait suivant le plus fort. Et au niveau social et politique, c'est la solution la plus
comment dire, la moins stable, parce que le plus fort, il change, et donc à chaque fois, il y aura toujours un plus fort qui remplacera un plus fort, un fort aura peur d'être remplacé, donc c'est pas viable. Et donc pour les Et là, anciens... on est dans la mauvaise recherche du pouvoir dans ces cas-là. Oui, c'est le pouvoir par défaut, c'est bon, Voilà. ben, on peut pas discuter, donc on va se taper dessus, et j'espère que je serai le plus fort, comme ça je vais gagner. Tout à C'est fait. humain, hein, voilà, c'est humain. Donc si on fait pas attention à ce qui se passe autour de nous, ben voilà, c'est après des conflits avec la domination. Et ça passe, comment dire, par tous les soins qu'on a à l'autre tout le temps. Et alors, c'est assez difficile quand on est dans une société où on nous apprend à ne pas faire attention aux autres, grosso modo, parce que celui qui fait attention aux autres, lui, il est sous la vague et il ne s'en sort pas. Donc, c'est important que tout le monde puisse reprendre son pouvoir social pour s'impliquer de plus en plus vis-à-vis de son quartier, de sa famille, de tout ça, pour qu'on recrée, on remette l'importance sur le lien social. Oui. On en parle beaucoup, hein, on voit Oui. bien qu'il y a un problème à la fin, au bout de chaîne, hein, mais comme on n'est pas investi, ben, on n'a pas d'outils pour s'investir, on n'a pas de personnes qui y réfléchissent, et pour finir, même si on a envie, on ne sait pas trop comment faire. Donc je crois que ça fait partie des challenges, et les réseaux sociaux sont là pour nous aider, et donc je crois qu'il faut les utiliser pour aller chercher toujours l'autre, qu'est-ce qu'il pense, et comme soi-même, c'est-à-dire que c'est même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, c'est une partie de moi qui est en train de me parler en disant Tout à fait. je ne vois pas que toi, c'est bien pour toi, mais c'est pas bien pour moi, et c'est important de dire oui, c'est pas bien pour l'autre, et pourquoi. Et si j'étais vraiment dans ses chaussures, qu'est-ce que je penserais? Et donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Et c'est ça où les anciens étaient forts, parce qu'on le voit dans tout ce qui va être les métaphores, les paraboles qui sont employées dans les proverbes africains. Ils sont toujours remplis de sagesse, de trouver des compromis, de dire si on n'est pas d'accord, on va trouver une solution comme ci, comme ça. Donc, c'est plein d'outils, on va dire, techniques, sociologiques qui sont là pour nous aider à s'entendre. Je crois qu'on a aujourd'hui des méthodes comme, je crois que c'est la PNL, il y a des méthodes comme ça qui voient le jour pour Oui. à se mettre en lien, à arriver à rester soi-même et à considérer l'autre. Et ça fait partie aussi des exercices qu'on doit faire, et parce qu'on n'est pas conscient que une bonne partie, peut-être un bon tiers de nos problèmes viennent du fait qu'on occulte l'autre. Et Oui. sans le faire exprès, c'est juste parce qu'on a grandi comme ça, en disant si je dis bonjour à une personne, c'est déjà largement suffisant. Alors qu'en fait, non, on est des millions de personnes, et si des millions de personnes ne s'organisent pas entre elles, eh ben, ça fait des pouvoirs centralisés qui ne peuvent pas s'occuper des millions de personnes. Donc c'est comme si on ne s'occupait même pas de nous-mêmes. C'est ça. C'est la conséquence, en tout cas, voilà. Oui, tout à fait. Okay. Donc voilà, ça c'est vraiment la parole des anciens, et qui peut s'appliquer. Alors on ne va pas changer du jour au lendemain tout à titre individuel, mais je pense que plus on est conscient de la perte au final, plus à titre individuel, on peut se dire, est-ce que je pense bien déjà? Est-ce que c'est juste ce que je pense? Est-ce que quand je dis que je sais quelque chose, je le sais vraiment, ou je fais semblant? Et puis après, est-ce que ce que je veux appliquer, est-ce que ça va aller à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut être d'accord et trouver son intérêt? Et si tout le monde n'est pas d'accord, comment je peux modifier ce que je propose pour que ça aille à tout le monde? Parce que dire qu'on est une bonne société et qu'on laisse pour compte, je sais pas, 10% de la société en disant on s'en fiche, c'est pas possible. Ces 10% vont forcément à un moment influer sur nous, et ça sera pas positivement, puisqu'ils seront dans la contrainte, ils seront obligés de reprendre ce qu'ils croient qu'on leur a enlevé. Voilà, donc c'est important de tout gérer. Et c'est comme ça qu'on devient, je pense, une société comment dire, humaine qui crée du bonheur. Du bonheur. Oui. Retrouver ce côté effectivement humain qui, pour l'instant, en tout cas, enfin, cette dernière décennie, c'est fortement dégradé, particulièrement dans les entreprises, quoi, aussi. Oui,
Parce que quand on n'a pas tout pleinement de ses pouvoirs, il arrive forcément des catastrophes, des choses imprévues, parce que notre humanité bouge tout le temps, et donc on est moins fort. Et donc à un moment, c'est le pot de fer contre le pot de terre, et on s'écrase mutuellement. Et Oui. donc les plus fragiles, ils prennent plus, et les plus forts se défendent plus. Et donc ça fait de la casse, hein, c'est de la casse. C'est ça, d'office. Ouais, d'office. Super, écoute, c'était vraiment voilà, très intéressant de finalement parler un peu de... Comme je disais, ça paraît tellement plein de bon sens à la base et on voit à quel point aujourd'hui tout ça est devenu difficile à mettre en place, quoi. Euh, oui, oui, parce que on n'a pas organisé la société comme ça, hein, comme les anciens le faisaient, parce que dans les pouvoirs, il y avait donc l'aspect théorique, mais après dans la pratique, il y avait aussi des personnes qui étaient là pour aider le pouvoir spirituel, d'autres pour le pouvoir scientifique, d'autres pour le pouvoir social. On répartissait, on organisait la société. Mais je pense que déjà, à titre personnel, en tout cas, moi, je me vois, je me plie à l'exercice à chaque fois et bon, le dernier est très, très difficile, je dois reconnaître. Oui, 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 j'imagine. Ça, Avec tout le monde. Et surtout, ça prend du temps, il faut être calme et tout, donc c'est vraiment très difficile. Mais je vois que c'est aussi celui qui, quand on arrive à avoir des liens forts, et donne des aides, quoi, parce que on se sent porté par la communauté au lieu de se défendre en permanence. oui, tout à fait. Ça donne un Donc ça sentiment. vaut le coup. Oui, Ça ça vaut va. le coup. Je pense que c'est le message. Super. Et je crois que juste la dernière chose, c'était les anciens, ils avaient cette capacité de le faire parce qu'ils étaient en petite dimension. Nous, on se retrouve avec des millions, voire des milliards de personnes. Donc, nos pouvoirs, forcément, on les perd avec le nombre. Juste pour une anecdote, j'habite dans un petit village et les anciens, ils me disaient, bah, à l'époque, on savait qui n'était pas du village ou pas. Donc, s'il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas, on disait, oh, tiens, tel jour, il y a eu ça, et il y a une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas. Et donc, les gens avaient le sentiment de gérer leur village. Et aujourd'hui, il y a un supermarché en plein milieu du village. Donc, il y a des gens qui viennent d'autres villages, de partout. Il y a des voitures et l'autoroute et tout ça. Et les gens du village, c'est plus du tout la même atmosphère parce qu'on rencontre plein de gens qu'on ne connaît pas, qu'on Oui, verra une fois ou autre. Et donc, un village a perdu du pouvoir social parce que c'est pas la faute des personnes qui passent par là, ces personnes l'ont voulu comme ça s'est fait comme ça, mais ça fait que les personnes ont des sentiments d'insécurité, tout ça, et ça se retravaille parce que comme on n'en est pas conscient, je pense qu'il n'y a pas de choses qui font que on puisse dire, il y a les gens qui étaient là dans le village, ils aimeraient bien avoir connaissance de qui sont les gens qui reviennent en permanence, quelles sont les personnes qui sont de passage, pour pouvoir justement avoir l'impression d'un peu plus gérer leur environnement. Et ça crée des conflits parce que il y a des personnes qui aimeraient bien qu'on déplace l'autoroute à l'autre bout, ou voilà, et qui détestent le supermarché, ou voilà, c'est ce genre de choses qui sont pas prises en compte parce que on croit que la société n'a pas évolué alors qu'elle a énormément évolué et tous les 10 ans elle évolue encore plus et on ne voit pas l'impact que ça a sur des personnes qui après au bout d'un moment vont réagir d'une manière ou d'une autre et souvent pas positivement. ouais. Ok, super. Merci Alexandra, c'était vraiment intéressant. Merci pour ce partage. Est-ce que tu as envie voilà, de donner une petite conclusion ou Mais disons, comment dire, je suis contente de pouvoir partager ça parce que je pense que les réseaux sociaux, ils nous séparent, mais ils nous donnent, disons, les réseaux sociaux nous séparent parce que là, on est loin l'une de l'autre, mais ils nous permettent aussi de nous rencontrer dans des moments plus choisis. Et donc, je crois qu'ils nous donnent plus la sensation, non, la perception de ce pouvoir social. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on peut construire avec les autres à distance et après, on sait ce qu'on peut construire avec les gens qui sont autour de nous. Et je crois que c'est une configuration qui va nous permettre d'être plus clair dans notre tête, d'être plus au niveau, par exemple, de se connecter avec des gens qui nous ressemblent plus avec les réseaux sociaux, oui, c'est notre vrai. profession, donc, et d'être plus avec les gens autour de nous dans notre famille. Et ça,
c'est appréciable parce que des fois, on est obligé de trouver un travail parce qu'il est à côté de chez nous et on travaille avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes pensées que nous. Et tout ça, ça joue sur notre pouvoir social. Et là, l'informatique, les réseaux sociaux nous permettent de se reconnecter avec des personnes avec qui on se sent mieux. Et c'est très important pour sa vie. Quoi, Exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un peu la magie. Je suis vraiment optimiste parce que c'est vrai que c'est une période sombre qui était déjà très sombre avant et qui ne semble pas s'éclaircir. Mais les réseaux sociaux, c'est vraiment l'outil humain pour remettre en place des méthodes comme les méthodes des 3 pouvoirs, tous ensemble, ou même avec un groupe de personnes, c'est pas grave, mais les personnes se disent utilisons les réseaux sociaux pour reformater notre société et aider à retrouver le pouvoir social, à le réintégrer dans nos vies en tant que pouvoir. Quoi. Être un consommateur individuel électeur, c'est très minimaliste par rapport à ce qu'un humain est et ça joue sur ses pensées après, forcément. Donc voilà, tout est lié. Oui, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée et on tombe. Donc, ok. Bah, super, merci beaucoup Alexandra pour ce partage et puis on se dit à très bientôt et puis je te souhaite une très bonne continuation pour ton projet. Merci beaucoup. Tous mes voeux de succès. Oui, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Oui.